L'extrait que je vais vous lire est tiré du jeu d'Arcane, le premier tome du cycle 2 de la Noxiance. J'ai choisi un entrechapitre, qui est d'ailleurs le premier entrechapitre de ce roman. Pour situer, les entrechapitres sont des scènes d'une à 3 pages à peu près, euh, qui, comme leur nom l'indique, sont situées entre chaque chapitre, qui me permettent de développer l'univers, de présenter des personnages en amont, d'installer des événements qui seront importants dans les tomes suivants. Voilà à quoi servent ces entrechapitres. Page du blog de Tiffany Miller, Doom City ou le foyer d'un ange. On raconte qu'un ange vit à Doom City. Des témoins l'ont aperçu à plusieurs reprises, fendant le ciel à une vitesse folle, sauvant des innocents et patrouillant dans les rues à la nuit tombée. Certains affirment avoir senti la toute-puissance qui émane de lui. D'autres prétendent qu'il réclame une grosse somme d'argent chaque fois qu'il secourt quelqu'un. S'il inspire le respect, qu'on désire parfois le rencontrer, la plupart des gens le craignent. Alors interrogeons-nous. Pourquoi un être aussi exceptionnel a-t-il choisi de s'établir dans notre ville? Quelles sont ses véritables intentions? Qu'arriverait-il s'il décidait de retourner ses pouvoirs contre le commun des mortels qu'il a toujours défendu? Qui aurait le cran de l'en empêcher? Qui en aurait la capacité? Pour le moment, comme il ne se montre pas dangereux, les Doomers sont convaincus de sa bienveillance. D'étranges rumeurs circulent. Cet ange, dit-on, protégerait Doom City depuis des lustres, peut-être même depuis bien avant l'arrivée des premiers colons. Ainsi, une question subsiste. Pourquoi demeurer ici? Si l'ange paraît inoffensif, les forces qui l'attirent, elles, sont bien néfastes, voire maléfiques. Car un héros, c'est ainsi qu'on peut le qualifier faute d'un meilleur terme, a nécessairement des opposés, des ennemis qui cherchent à lui nuire. L'inquiétude, la méfiance et la peur de nos concitoyens sont donc bien réelles. Imaginez que peu à peu, le calme laisse place au chaos, que des créatures sinistres s'installent en ville, des créatures issues des ténèbres et attirées par la lumière de l'ange. Les événements qui s'ensuivraient bouleverseraient à jamais le destin de Doom City. Des morts brutales et étranges surviendraient. Les ennuis s'enchaîneraient sans laisser de répit aux habitants. Des explosions, des monstres gigantesques, des quartiers rasés. Les gens choisiraient de partir, d'abandonner leur vie d'avant, et d'autres, cependant, ne pourraient s'y résoudre, espérant que l'ange mette un terme aux ténèbres. Un avenir tragique se dessine. Notre ville est menacée, tout comme le reste du monde. Toutefois, on est en droit de s'interroger. Qui sont les véritables ennemis? Les sorciers? Les anges? Les enfants de la lumière? Les démons? Les criminels? La pègre? Ou bien le peuple, avec ses peurs, son désir de constance et ses rêves avortés? Lequel d'entre nous n'a jamais fait preuve de cruauté, à l'image de ces personnes de plus en plus hostiles à ceux qu'ils jugent différents, ceux qu'on appelle les êtres magiques? Doom City est tout cela à la fois, un condensé de forces antagonistes. Doom City n'est clairement pas une de ces villes au passé insignifiant. Elle possède sa part d'ombre, comme une marque indélébile. Sa construction ne s'était pas déroulée sans heurts, à l'image des événements tragiques qui entachèrent l'histoire des Amériques, dont l'ensemble des cultures disparut dans le sang. Dès le début, Doom City fut nimbé de mystère et de mysticisme. En effet, le peuple Wazeya croyait en l'existence des anges, n'y voyait aucune connotation religieuse. Si ces anges existent bel et bien, il y a fort à parier pour qu'ils aient inspiré les hommes et non l'inverse. Néanmoins, les Wazeya vivaient en harmonie avec ces êtres qui ne leur imposaient pas leur culture, contrairement aux colons. Bien plus tard, lorsque le fort Doom devint Doom City, les Wazeya disparurent brusquement des textes officiels. Il faut dire qu'à l'époque, le gouvernement de la jeune nation des États-Unis cherchait à balayer les derniers vestiges des peuples natifs américains. N'était-ce pas suffisant de les avoir dépossédés de leurs terres et d'avoir tenté de les acculturer? L'histoire de notre ville est pleine de secrets, de zones d'ombre qui enflèrent, génération après génération, pour devenir des rumeurs, des légendes. Aujourd'hui encore, Doom City fascine. Dès la fin du XIXe siècle,
la pègre a favorisé l'essor de la ville, ce qui, il faut le reconnaître, est un troublant paradoxe. Dans l'ombre se joue le futur de la cité. Les différents clans mafieux s'affrontent depuis 2 siècles et s'éliminent mutuellement. Si, au départ, il convenait de faire montre de son pouvoir et des moyens à sa disposition, les quelques familles criminelles de Doom City prirent peu à peu l'habitude de dissimuler leurs véritables ambitions. Certes, certaines refusent encore de porter un masque en public. Elles pensent que la peur étouffe les représailles. Mais les autres se sont transformées en entreprises philanthropes, ou, dans une moindre mesure, en individus respectables. On sait de sources sûres que moins de 10 clans règnent encore dans l'ombre, sans qu'on puisse les dénombrer avec précision, ni mettre un terme à leurs agissements. L'histoire de Doom City est riche en croyances, en superstitions. Elle est pleine de femmes et d'hommes ambitieux, de héros désintéressés et de monstres cachés sous les lits. Oui, la révélation aux yeux du monde de l'existence d'une société magique a fait naître dans bien des foyers la crainte de voir un jour débarquer des terroristes sorciers en plein cœur de notre cité. Pourtant, la magie façonne Doom City depuis sa fondation, et cela persistera tant que la ville se tiendra debout grâce à cet ange bienveillant. À bientôt, Tiffany Miller. L'interview. Bonjour à tous et bienvenue dans le 2e épisode de l'Interview, un podcast dédié aux interviews d'actrices du livre. Moi, c'est Jonathan Lhuillier, auteur et graphiste indépendant spécialisé dans les romans, mais surtout votre hôte durant ce podcast. Cet épisode sera exceptionnellement en 2 parties, car nous avons largement débordé du temps alloué. Tout est de ma faute, j'ai ajouté 2 nouvelles rubriques au tout dernier moment, sans réduire les autres rubriques. Mais bon, c'est pas bien grave. Cette semaine, vous aurez le droit au petit extrait que vous venez d'entendre, ainsi qu'à l'interview générale. La semaine prochaine, vous aurez le droit à l'interview décalée et au Fast and Curious, mais aussi aux 2 nouvelles rubriques, donc les questions du fan mystère et les questions de l'invité. Mais trêve de blabla, il est temps de vous présenter l'invité du jour, un auteur que j'admire beaucoup et que j'ai la chance de pouvoir appeler mon ami, Guillaume Guégan. Bonjour Guillaume. Bonjour Jonathan, comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Eh bien, très bien. Ouais. Oui, parce que même si on Excusez-nous. est amis dans la vie, il faut pas qu'on soit trop complice pour la télévision. Voilà, c'est ça. Un peu de sérieux. Ça passe sur quelle quand même. chaîne déjà? C'est une émission littéraire. Ah oui, Eh bien, ça passe sur Spotify. à minuit, voire 3 heures du matin, parce que les gens qui lisent n'ont pas le droit d'être en C'est prime ça, time. c'est ça. Parce que ça fait chier les gens. Exactement. Alors, ça Alors, commence bien oui. déjà. Oui. Alors, on va commencer tout de suite avec l'interview un peu classique, générale. Donc, avec des vraies questions. Hein, C'est et on c'est passera bien. ensuite à des questions plus fun dans une future partie. Bref. D'accord. Vivement les questions Euh, politiques. oui, bien sûr. J'en ai quelques-unes pour vous. Ah oui. Alors, première question. Est-ce que tu pourrais te présenter tout simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, d'accord. Alors, attends, c'est dur parce que qui je suis? C'est pas si facile, hein. Alors, Qui suis-je? déjà, je m'appelle Guillaume Guégan et j'ai 36 ans depuis une quinzaine de jours. Moi, je ne mens pas sur mon âge. Voilà, j'assume. Moi non plus. Je suis auteur. J'aime lire, écrire. J'aime jouer à la console. J'aime regarder des séries, des films. J'aime l'amour. J'aime la vie. J'aime les faritas. J'ai pas dit que j'étais Ah, breton. c'est beau. Je suis breton. Ah, oh là, il oublie le plus important, quoi. Je suis choqué. Pour faire des lecteurs Un bretons. breton, un breton qui ne dit pas qu'il est breton au bout de 10 secondes, c'est Ce pas un n'est pas un breton. vrai breton.
Voilà. En tout Mince, cas, moi je me suis mis à dos tous les Bretons. non mais ça va maintenant, je suis breton. Ah voilà, je crois qu'on a fait le tour de ma présentation. Eh bien, enchanté. Enchanté, de même. Eh bien, on passe à la deuxième question. Est-ce que tu pourrais nous présenter la Noxiance, ton univers de fantasy? Eh bien, c'est un univers de fantasy, mais pas seulement. Parce que j'aime bien mélanger les genres. Donc, il y a pas mal de fantasy, un peu classique, dans un autre monde. Mais il y a aussi de l'urban fantasy, parce que ça se passe pas mal en ville, quoi, du coup. Hein, urban égale ville. Voilà, pour ceux qui savent pas. Tu es Donc bilingue à du New coup. York, exactement, bilingual. Urban fantasy. Et du coup, voilà, il y a aussi quand même pas mal d'emprunts au fantastique ou à la SF. J'aime bien mélanger les genres. Du coup, la Noxiance, on suit différents groupes de personnages au fil des cycles qui doivent lutter contre un groupe de démons très puissants qui s'appelle donc la Noxiance. On m'a déjà plusieurs fois demandé ce que c'était la Noxiance dans l'univers en fait, parce que je l'explique pas tout de suite dès le tome 1, je laisse un peu le suspense sur le nom, mais voilà, donc c'est une alliance de démons qui vont défier les personnages principaux pendant plusieurs cycles. Et chaque cycle se déroule dans un lieu et met en avant des protagonistes divers et variés et des ennemis tout aussi variés. Voilà, j'ai aucun vocabulaire. J'utilise- j'ai pas. Je vous assure que j'ai un dictionnaire des synonymes quand j'écris parce que sinon, oh là là, j'ai vraiment pas Heureusement. de vocabulaire. Non mais à l'oral c'est une cata. J'ai pas de vocabulaire. Je vais répéter plusieurs fois les mêmes choses. Je- 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 ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Mais tu sais que même moi, en fait, je savais même pas ce que que la c'était la Noxiance Noxiance? c'était ça. Alors que Ah oui, j'ai bah lu que le premier du coup. ouais, Mais ouais, mais bientôt ok. la suite, j'espère. Hein. Ben oui, bien sûr. C'est Voilà, prévu c'est un jour. enregistré. T'as dit oui et voilà. Tu pourras plus retirer. Ah, Enfin, tu peux encore couper au montage, mais c'est vrai. Tu n'as pas de preuves. Donc tu écris de la fantasy, comme on vient d'en parler. Qu'est-ce qui te plaît oui. particulièrement dans ce genre littéraire? Eh bien, j'aime que tout soit possible. Et c'est vraiment avec la fantaisie, le fantastique, la science-fiction que on peut partir dans tous les sens, tout en restant cohérent parce que c'est très important. Mais du coup, voilà, ça me permet d'utiliser la magie et des styles très variés. Par exemple, la magie des sorciers n'est pas la même magie que les anges. Les elfes ils sont différents des nains. Tu vois, en fait, ça permet ce melting pot. Ça permet une richesse de traitement. Et si on veut, on peut utiliser du drame, on peut utiliser de l'amour, on peut utiliser des rebondissements qui permettent de tenir le spectateur en haleine. Bon, alors tu me diras avec les autres genres aussi, mais là, il y a aussi la magie et du coup des personnages qui parfois ils meurent, parfois non, parfois ils deviennent autre chose. Ils évoluent dans des directions qui peuvent surprendre alors que c'est pas toujours le cas dans certains genres qui sont quand même très sclérosés, très stricts dans l'approche où on peut pas vraiment partir dans des délires exceptionnels. Je ne citerai pas de genre, je ne veux pas me mettre personne à dos, mais c'est vrai qu'il y a certains genres qui sont quand même très bornés, quoi. On peut pas sortir Ouais. des sentiers battus. Et là, dans la fantasy, on peut. On peut jouer avec le temps, avec l'espace, on peut raconter des événements qui ont eu lieu il y a très longtemps et qui ont des conséquences aujourd'hui. Voilà, voilà, en gros, la fantaisie, c'est ça. Oui, pour toi, c'est la liberté en fait. Oui, c'est ça. Oui, oui, j'aurais dû commencer par là.
Mais oui, c'est ça. Tu peux connecter des mondes, ça te permet de montrer aussi des sociétés différentes, des règles, des lois de la physique différentes. Voilà, il y a vraiment un champ des possibles extraordinaire. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'aussi, c'est aussi mon genre préféré d'ailleurs. Tu as bon goût. Merci, merci. Donc, tu écris de la fantasy, mais ça reste de l'urban fantasy, et une grosse partie de l'histoire se déroule dans notre monde, et plus précisément aux États-Unis. Pourquoi avoir choisi de situer l'intrigue de tes romans dans ce pays? Alors, au départ, quand j'ai commencé le premier tome qui devait être un one-shot, il y avait... En fait, j'avais vu un film qui m'avait donné envie de développer une histoire de sorcier comme ça, avec un assassin qui s'en prendrait à des êtres puissants. Et du coup, c'est né comme ça, en fait, l'histoire. Donc, ça se passait aux États-Unis. Et puis, il D'accord. y avait aussi la démesure Hmm. voilà, de cette société qui a beaucoup de contradictions. Et le côté accessible aussi, parce que vu que je regardais énormément de séries et de films qui se passaient aux États-Unis, j'avais aussi ce côté, bah, c'est plus facile pour faire des recherches, de planter dans un décor que tu connais. Après, j'ai aussi eu la chance d'aller à New York quelques années plus tard, donc ça m'a aussi permis de développer aussi les odeurs, les sons, les parfums qu'on peut avoir quand on se balade dans les rues de New York, donc ça m'a aussi aidé pour ça. Ouais. Donc voilà, donc du coup j'ai gardé les États-Unis, même si en réalité euh, ça, je voyage aussi quand même pas mal parce qu'il y a des flashbacks qui peuvent se passer dans d'autres endroits, des entrechapitres qui peuvent se passer dans d'autres villes, dans d'autres mondes, donc ça permet ça aussi. Même si le cycle 2 là se base aussi dans une ville des États-Unis, mais cette fois fictive, parce que là j'avais besoin de plus de liberté au niveau de la ville. Je voulais vraiment que ce soit une ville qui donne l'impression d'être vivante. Donc je l'ai placé aussi aux États-Unis par souci de facilité pour faire rencontrer d'autres personnages du cycle 1 par exemple. Mais à partir du cycle 3, on va plus partir dans une chasse au trésor à travers la Terre, enfin la chasse au trésor sur Terre, quoi, avec des monuments connus, des artefacts connus aussi, des mythes et légendes de la Terre. Et du coup, là, je vais avoir besoin de plus faire voyager mes personnages. Donc là, a priori, dans le cycle 3 il y aura plus cette notion de voyage et on sera très peu aux États-Unis finalement. D'accord. Donc voilà, en gros, c'est justifié. C'est vrai que je sais que parfois ça dérange certains lecteurs qui expliquent que bah, les États-Unis, c'est dommage, c'est très, très convenu et au final, bah, eux, ils aimeraient que ça se passe un peu en France, qu'on crée un peu des grandes histoires comme ça qui se passent en France. Et oui, bah, je le comprends, même si voilà, quand je l'ai créé au final, quand j'ai créé le cycle 1, j'étais quand même dans cette optique, voilà, avec les explications que j'ai données et j'avais pas forcément besoin, enfin envie d'installer le décor en France à ce niveau-là de l'histoire. Ouais. Voilà. Mais dans le cycle 3 comme je disais, il y a toute l'introduction normalement qui sera à Paris. Donc D'accord. ça remet aussi, Même pas ça en fera Bretagne. plaisir aux Français. Si, il y a aussi tout un arc Ah. normalement. Alors dans ce que j'ai prévu, voilà, il y a tout un arc qui va se passer en Bretagne. Mais bon, j'en dis pas trop. Parce que, tout simplement parce que c'est encore un petit peu loin et je vois pas encore. Oui. Je sais pas comment je vais articuler tout ça. Mais bon, oui, oui, c'est prévu. France-Bretagne. Bien. Mais oui, pour rebondir, c'est vrai que bah, je comprends tes arguments. Moi, je suis pour aussi plus de diversité dans les lieux, dans les romans. Oui, oui, je suis d'accord. Mais je comprends parce que paradoxalement,
comme on est nourri aux films et aux séries américaines, Mm. bah on a on sait comment ça se passe, en tout cas dans les fictions, on sait comment ça se passe là-bas, on est plus habitué à ça. Et donc c'est plus Ouais, c'est simple ça. parfois d'écrire sur ça, Puis tout simplement. j'avais la vingtaine, enfin même moins, j'avais 17 18 ans au début. Donc Oui, au final, c'était aussi, voilà, j'étais vraiment nourri aux séries et c'était, voilà, tout simplement, je voulais écrire ce que j'aimais, quoi. oui, bien sûr. Aujourd'hui, peut-être je ferais les choses différemment, mais Oui, je sais pas. ah, oui, sans doute. Oui. Et d'ailleurs, je rebondis, alors c'est une question qui n'était pas prévue, mais je rebondis, oui, parce que tu disais tu l'as écrit il y a quelques années. Oui, Et du coup, l'intrigue, elle, se passe au début des années 2000, je crois, c'est ça? oui, c'est ça. C'est pour ça, ouais, 2007. Et je l'ai écrit j'ai commencé en 2006-7, quoi. D'accord. Et tu as choisi de continuer même aujourd'hui à... Enfin, en fait, Oh, tes romans se passent pas du tout... ils sont pas contemporains, finalement. Enfin, en tout cas, non, c'est pas... vrai. Mais c'est vrai que 2007, ça commence à dater. Oui. Et non. Et en fait, à partir du moment où j'ai posé la date pour le cycle 1 et que les autres cycles se passent dans la continuité, bon, je dois garder quand Oui, même bah c'est cette logique, hein. cohérence-là. Mais c'est vrai que ouais, j'ai tout simplement daté quand j'ai commencé le bouquin. Je me suis dit, bon, comme je sais que ouais, il y a certains bouquins qui datent aussi des trucs des années 80-90, donc je me suis dit, autant Oui, laisser. Même si peut-être pour le cycle 4 je ferai une petite ellipse, mais ce sera une ellipse d'1 an max. oui. J'ai pas envie de faire donc trop gros. Parce qu'après, il faut justifier pourquoi rien n'a avancé et Oui, bah qu'est-ce oui, qui oui. s'est passé 1 an, personne n'a rien fait pendant 1 an. Bon, c'est pas forcément cohérent. Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que ça change dans ton écriture? Parce que en 2007, on avait, je crois que même les smartphones, ça n'existait pas. On avait des téléphones portables, mais c'était pas des Il y en avait smartphones. un petit peu Ou quand c'était le même, début, mais peut-être. ouais, là, le cycle 2 je dis quand même smartphone. Mais oui, bah déjà, ça change ça. Et au final, ça m'arrange aussi parce que bah, les personnages peuvent s'envoyer des SMS, mais j'ai pas envie d'une surabondance de technologie. J'aime bien cette espèce de un peu entre deux avant que ce soit l'explosion des technologies. Ça Oui. m'intéressait pas forcément. Voilà, l'époque, les années 2020, bon. Même si déjà, ça m'aide quand même parce que comme il y a des secrets autour des sorciers, des anges, etc., il y a aussi des gens qui peuvent les prendre en photo et dire ah, j'ai vu ça. Bon, Mhm. mais plus on avance dans l'époque et plus les technologies évoluent, plus il aurait fallu justifier le fait que les secrets doivent être Oui, éventés au bout d'un moment. Donc bien là, sûr. ouais, Ouais. ça m'arrange aussi à ce niveau-là. D'accord. Et puis c'est rigolo quand je fais des références, d'aller chercher des films ou des jeux Oui. qui étaient sortis à cette époque-là. Ça me fait rire, voilà. Ah, puis ça nous plonge enfin dans une autre époque. Ça va, c'est pas non plus. Oui, Mais bah, après, étonnamment, j'ai lu l'année dernière justement un roman d'Aurélie, qui est l'invitée du numéro précédent, et elle ouais. parle de ce roman d'ailleurs, qui se passe au début des années 2000. Et ben c'est très perturbant parce que même si les années 2000, ça nous paraît pas si loin, enfin moi je l'ai vécu, hein, les années 2000, Oui, on oui, était là, je veux dire, c'est ça. Mais ça faisait vraiment quand même roman historique. Ah bah oui, il s'est passé ça. Ah bah oui, parce qu'en plus, bon, ça suit le mariage pour tous, etc. Donc oui. voilà, Ouais. aujourd'hui, c'est un acquis, le mariage pour tous. Bah c'était pas du tout le cas au début des années 2000, jusqu'à ce que ça le soit. Enfin, Et oui, c'est ça. C'était il y a 24 ans, quoi, mine de rien. bah Ça... c'est ça. Et puis tout ce qui est avant le Covid, déjà, je trouve qu'il y Ouais, avait vraiment eu... On a perdu une certaine innocence et tout. Alors il y avait aussi des ouais, drames et des catastrophes avant, mais j'ai l'impression que le Covid, ça nous a quand même mis un coup à tous. On est quand même un peu tous ouais. Je déprimés, suis... voire voilà, c'est comme si on avait perdu un peu bon, je vais pas dire la joie non plus, mais je sais pas comment exprimer ça, mais ouais, on a perdu une sorte d'innocence à- Ouais, pendant le Covid. Et du coup, on sent vraiment la différence, je trouve. ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Bon, bien sûr, ces joyeusetés, passons
cinquième qui est en fait la sixième question finalement, puisque j'en ai rajouté. C'est pas grave. Euh, donc je te sais fan de fiction, on en a parlé de toute façon à l'instant, donc séries, films, romans, jeux vidéo, etc. Est-ce que ça t'aide dans la création de tes propres univers et quel est ton rapport avec la consommation de ces fictions? Eh bien, oui, ça m'aide. Voilà. Moi, je vais essayer Merci. de développer. Je vais essayer de développer. Non, parce qu'il y a quand même une notion toujours où les gens disent: ah ouais, mais si tu t'inspires, tu plagies. Alors non, Oui, mais tu peux non, t'inspirer sans plagier. En plus, ça se sent quand t'as plagié. bien sûr. Donc Bah, puis, vraiment, il y a... le plagiat en plus, c'est vraiment. Tout le monde crie au plagiat, alors que le plagiat, c'est quelque chose de très défini. C'est vraiment, si tu reprends mot pour mot, lettre pour lettre, la même chose, en Ah oui, fait. donc tu vois, c'est très Donc rare, c'est quoi. vraiment très, très. Je sais pas, moi non plus, j'ai pas de vocabulaire. Oui, nous sommes auteurs. Voilà, ça fait peur. Du coup, voilà, je m'inspire quand même de toutes les œuvres que j'aime. Et aussi, il y a des intrigues, voilà, que j'aime bien dans certaines œuvres et que j'ai envie de réutiliser ou Hmm, en tout cas d'adapter à mon univers. Il faut pas que bien on ait sûr. l'impression que ça parte dans tous les sens. Il faut que j'ai justifié en amont, même plusieurs tomes avant, que ça peut exister. Voilà, la Noxiance, voilà, c'est ni plus ni moins que l'organisation 13 dans Kingdom Hearts, ou aussi la, la conspiration des 20 dans 13, la bande dessinée. Hmm, Toujours le chiffre 13 qui revient. Ou voilà, ou dans Naruto, c'est aussi l'organisation qui cherche les pouvoirs des divinités à 9 queues, à 10 queues, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. L'Akatsuki, voilà. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on retrouve dans pas mal d'œuvres au final, les sociétés bien sûr. secrètes qui ont des plans qui sont prévus depuis le début. Voilà, à chaque fois les gens disent: oh là là, ouais, comme par hasard ils avaient tout prévu. Mais oui, c'est aussi pour ça que ça nous amuse. Et du coup, voilà, il y a pas mal de trucs que j'aime, tout en, voilà, en créant. Au bout d'un moment, quand tu crées un univers, bah, tu te bases aussi sur ce que tu as créé précédemment. Donc, du coup, Hmm, les références, elles sont vraiment bien intégrées, normalement, ou en tout cas, faut tout faire pour. Et alors, soit tu fais des références un peu évidentes, comme par exemple dans mon tome 5, je cite pas mal Doctor Who, David Tennant, parce que voilà, c'était l'époque et que l'un des personnages principaux est fan de Doctor Who. Voilà, donc ça, c'est des références évidentes. Après, tu as des références un peu moins évidentes, des choses que j'ai empruntées, que j'ai tordues, modifiées pour que voilà, ça s'adapte bien à mon univers et que même parfois j'ai oublié que je m'en suis inspiré parce que je note très voilà et après je sais plus après bah sauf voilà certaines références très évidentes où je me souviens que j'avais vu ça dans ça. Par exemple, je sais que j'ai fait une citation de Spider-Man à un moment, et après je la réutilise plusieurs fois, et je reprécise pas à chaque fois que c'est dans Spider-Man, mais bon, voilà, c'est oui, pas très grave. À partir du moment où tu t'appropries la citation, bon, c'est pas comme si je faisais. Je citais un extrait entier et je disais, ouais, ouais, c'est moi qui l'ai fait. oui, Donc voilà, il y a c'est sûr. vraiment cette notion-là, ça m'aide beaucoup. Et puis même au niveau écriture, enfin la méthodologie, la façon de créer. C'est tout bête, mais moi, les séries à mon époque, c'était 20 épisodes, une saison, enfin une vingtaine, Hmm, quoi. Et du coup, il y avait ce côté-là, et mes chapitres, c'est une vingtaine. En général, c'est sur quelques mois, parce que voilà, ça s'étale sur quelques mois dans le cycle 1, ou voire presque un an à chaque fois dans le cycle 2. Ça aussi, rien que ça, c'est aussi la façon de raconter qui, voilà, je m'inspire de ce que j'ai connu, ce que j'ai acquis au oui. fil des visionnages. Voilà, c'est vu le temps que je passe à regarder des séries, faut aussi que ça me serve et, et ça me sert. Mais de toute façon, on ne peut pas ne pas s'inspirer, même inconsciemment, je veux dire. Mais oui. Et puis même des fois,
on s'inspire d'un truc on sait plus, qu'on a vu, qu'on a lu. Oui, oui, oui. On l'a emmagasiné, on s'est dit, ah ouais, c'était une bonne idée, l'esprit de garde. Nous, on oublie où est-ce qu'on a vu ça. Et au final, voilà, Oui, c'est pas. Et tout le monde le fait. Enfin, je veux dire, bien sûr. ça fait des siècles que tout le monde s'inspire de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de toutes les C'est œuvres, ça. même les grands qui ont, genre la marmite de Plaute. Je crois que c'est La Fontaine qui a fait les fables de La Fontaine. C'était la marmite de Plaute. À vérifier parce que je dis peut-être une connerie. Mais voilà, en gros, on reprend tout depuis l'Antiquité. L'Antiquité prenait de je sais pas Hmm. où, donc voilà. Sinon, Mais oui, bah, oui, en oui, bien gros, sûr. les histoires, c'est comme les histoires d'amour. Bon, bah, t'as vu une Ah histoire bah, d'amour, tu les as toutes vues. Désolé c'est pour ceux vrai. qui aiment ce genre, mais c'est vrai. Et c'est très Oui, enfin pas oui, oui, sectorisé, mais voilà, oui. faut Codifié, ouais. pas, voilà, c'est codifié. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est très codifié et on peut pas trop sortir du cadre. Sinon, ce n'est pas une romance. Mais Hmm. voilà, et pourtant, les gens, les fans de romance dévorent des romances et ils adorent ça. Et tant mieux. Voilà, c'est parce que, bah, c'est pas parce qu'une histoire ressemble à une autre qu'elle n'a pas de valeur. On a quand même Bien sûr. Ce qui est important, c'est ce qui démarque l'histoire. J'avais fait une école de game design pendant quelques mois et c'était super intéressant parce que j'avais appris que fallait, quand on crée un concept de jeu, il fallait dégager trois grands éléments qui distinguaient ce qu'on avait prévu d'autres œuvres. Donc, par exemple, moi, par exemple, mes entre-chapitres, bon, bah voilà, j'en suis plutôt content parce que je sais très bien que ça existe, j'ai rien inventé, mais ça démarque aussi mes bouquins d'autres bouquins de fantasy qui n'ont pas d'entre-chapitres. Et voilà, c'est aussi ce côté-là, savoir, même pour les auteurs qui débutent, hein, se dire, bah, j'arrive à dégager trois grands éléments qui démarquent mon histoire des autres, et ça permet aussi de relativiser sur le fait que bah voilà, on arrive quand même à s'approprier des événements, des faits qu'on a vus et à les mettre à notre sauce. Bien sûr. Bah, c'est ça le plus important de toute façon. C'est pas. C'est d'apporter sa touche à soi, quoi. C'est ça exactement. Tu Et résumes puis très bien ce que je même. dis. T'as vu ça. Tu es très fort. Et puis même, moi, je sais que j'ai fait exprès de reprendre donc dans mon premier roman solo qui n'est pas encore sorti. euh, Il y a Que une j'ai scène que déjà je voulais lu. absolument, bien sûr. Donc tu vas voir de quelle scène il s'agit en plus. Ouais. En fait, il y a une scène que j'ai vue on la voit partout. C'est la scène alors moi, c'est vraiment Heartstopper et Young Royals qui m'ont inspiré plus ou moins. C'est la scène du film d'horreur, voilà, où Hum. les deux personnages vont regarder un film d'horreur, ils sont pas encore ensemble, et puis ça les rapproche, machin. Oui, c'est vrai. Et bah, je voulais absolument mettre ce genre de scène dans mon roman, et je l'ai fait. Bah oui. Et ça marche très bien en Mais, plus. Même dans la mais, vraie vie. bah, bien sûr. Et pourtant, ma scène, elle a rien à voir. Bah, déjà, celle d'Heartstopper et Young Royals, elles n'ont rien à voir entre elles, et la mienne n'a Mhm. rien à voir avec elle. Et pourtant, ça reste la même base, mais Se démarquer qui importe. Je pense c'est que c'est ça. un bon résumé. Donc, tu voulais des questions politiques, voilà une question politique. Quelle est la place de la diversité dans tes romans? Eh bien, la diversité est en dessous. Euh, le A, le B et le C, parce que ça commence par un D. Voilà, D'accord. ça c'est les questions, ça c'est les réponses de politique. Merci, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, je vais répondre à votre question, mais laissez-moi d'abord répondre à ma propre question. La C'est diversité, tellement eh ça. bien, j'y suis forcément sensible, voilà. Mais j'apprends aussi au fil des années. Et en fait, la diversité, j'essaye évidemment toujours de penser à des personnages LGBTQI, des personnages racisés. J'essaye de mettre des personnages aussi qui ont des statuts sociaux différents. Donc ça permet aussi de... Comme j'ai beaucoup de personnages, en fait, je peux me permettre pas mal de Hmm, choses. Et voilà, ça permet aussi des confrontations, des alliances qui sont différentes, des amitiés qui peuvent aussi déboucher sur des remises en question. La diversité, pour moi, c'est aussi ça, c'est vraiment
différents personnages qui ont des horizons différents, des façons d'être très différentes, voilà, qui ont des projets différents et leur arrivée sera pas la même que celle de leurs potes. Mais voilà, c'est tout ça pour moi la diversité. Parce que souvent, voilà, on pense que c'est que... En gros, on pense souvent que voilà, la diversité, C'est mettre c'est en que avant les diversités. voilà, c'est mettre en avant les diversités, ou qui Oui, est bref. appelé minorité, Les mais minorités, voilà. j'aime pas forcément le terme. Mais voilà, c'est ça, mais pas uniquement. C'est intéressant de mettre des personnages qui sont le plus variés possible pour Bien sûr. leur donner un arc d'évolution qui est intéressant, ou voire pas d'arc d'évolution, parce que ça peut être aussi les gens autour de ces personnages qui évoluent, qui changent de Oui, point de vue. tout à Il y fait. a ça, je sais que il y a beaucoup ça dans les shonen, les mangas, par exemple, genre Naruto ou Yu-Gi-Oh! En gros, c'est des personnages qui ont des valeurs qui n'en changent pas ou très peu. Ouais. Leur évolution se fait ailleurs, sur la puissance par exemple, ou la manière d'être, ou voilà. Leurs valeurs ne changent pas, mais c'est le monde autour d'eux qui change à leur contact. Et Ouais. ça, j'aime bien. Et dans mon cycle 2 j'utilise pas mal ça au final. Même si j'ai un personnage, voilà, j'ai des personnages principaux qui évoluent pas mal, il y a aussi cette idée-là que c'est le monde qui change à leur contact. Et j'aime bien, ça change aussi de Hmm. manière de raconter. Donc voilà, du coup, la diversité pour moi, c'est tout ça en fait. C'est cette espèce de melting pot, je vais encore dire. Aucun vocabulaire. Cosmo. Ouais, non mais c'est cosmopolite quoi. Il y a plein Oui, de gens très différents et tant mieux. C'est ce que j'aime et c'est ce qu'on devrait, tous les auteurs, tous les scénaristes devraient faire, même si parfois certains ont l'impression que ça peut être un peu forcé. Je trouve que c'est toujours intéressant. bah puis comme tu disais, enfin c'est juste c'est la vie quoi, c'est une représentation finalement Mm. de la vie, Oui, c'est ça. surtout particulièrement dans tes romans qui ont beaucoup de personnages. S'ils étaient tous des hommes cis blancs hétéros, ce Oui. serait pas très logique quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis ce C'est serait pas vrai. du tout Et réaliste pour le coup. c'est ça. Et par exemple, il y a une vampire dans le cycle 1. C'est aussi ça, la diversité. Mais c'est vrai. Bah, après, la fantasy et la science-fiction a toujours joué sur ce tableau-là pour parler de diversité, justement, en utilisant Mais oui, des aliens ou des créatures fantastiques pour parler de ces problématiques. de diversité. Meilleur exemple, les X-Men. C'est vrai. On voit clairement ce côté-là avec ils sont montrés du doigt, ils Ah sont bah, clairement, clairement. méprisés par la société pour ce qu'ils sont et alors qu'à côté ils essaient de faire des bonnes actions mais qui sont pas reconnues à leur juste valeur. Là, ça aussi, ça permet la fantasy, la science-fiction, le fantastique, ça permet aussi ça. C'est vrai. Et du coup, oui, les X-Men, c'est un très bon exemple. Je valide. Merci. Eh bien, on va changer un peu de sujet, plus ou moins. On va se concentrer plus sur le monde de l'édition. Oui, Tu as d'abord été auto-édité, puis édité en maison d'édition. On se souvient de Livresque Édition, que j'aimais beaucoup, mais qui n'existe plus, malheureusement. oui, Et on tu te les embrasse retrouves du coup à d'ailleurs. nouveau en auto-édition. Bah, pourrais-tu nous parler de cette aventure aux multiples rebondissements C'est Alors, vrai. donc, tes raisons pour avoir choisi l'auto-édition à la base, la première fois, Oui. comment tu en es venu à être édité et pourquoi avoir repris l'auto-édition aujourd'hui. Très bien. Eh bien, tout début, ça a commencé par... bah, c'était toujours un one-shot, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mon premier tome, c'était un one-shot. C'est Et toujours du des coup, one-shots. je voulais, je voulais le faire éditer. Enfin, je sais plus à quel moment j'ai ressenti l'envie, mais j'ai fait plein d'envois dans des maisons d'édition, évidemment, mais exactement comme Aurélie racontait dans le précédent podcast, j'ai visé Gallimard, j'ai Ouais, visé, enfin voilà, toutes les grosses maisons d'édition bah, normal. qui m'ont évidemment dit non. Et un peu par caprice et ego, j'ai reçu une demande, en gros, quelqu'un qui était super intéressé par mon roman,
qui me flattait, voilà. Et évidemment, c'était une maison d'édition à compte d'auteur, Ouais. donc on ne le dira jamais assez. Il faut fuir ces maisons d'édition parce que bah, elles vont vous demander beaucoup d'argent et elles m'ont demandé beaucoup d'argent pour soi-disant aider à me faire éditer, sauf que une vraie maison d'édition, enfin une maison d'édition à compte d'éditeur, elle prend en charge les frais et a priori, on n'a pas à payer quoi que ce soit. Donc là, évidemment, moi, j'ai foncé et finalement, je me suis rendu compte de mon erreur un peu trop tard et voilà, le bouquin était sorti, j'avais dépensé l'argent, enfin, ils avaient dépensé mon argent surtout Oui. et voilà, et j'ai pas eu spécialement de vente ni rien. J'avais même participé à un concours avec des gens qui étaient très, très critiques, sauf une personne d'ailleurs qui me suit toujours sur les réseaux maintenant, qui avait fait une bonne critique de ce one-shot, qui, forcément, c'était le début, il y a eu beaucoup de changements depuis, mais voilà, qui était plutôt satisfaite du potentiel. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de partir en auto-édition pure, quoi. Sauf que à l'époque, c'était moins développé qu'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai comparé les différents imprimeurs à la demande, les différents sites, quoi. Et du coup, je les ai mis en version numérique sur Kindle et sur Kobo. Et en papier, je les ai mis chez Bookelis qui me permettait de permettre au lecteur de les acheter directement sur le site. Le site faisait imprimer le roman et ça permettait, voilà, c'est l'impression à la demande. Donc voilà, et ça a duré, j'ai quand même réussi à éditer mes 3 tomes comme ça. Donc voilà, en sachant que il a fallu payer une illustratrice qui était très réputée et très talentueuse. Donc ça avait un prix, voilà, il y avait différents faut savoir hein, qu'on on dépense de l'argent quand on crée des bouquins, il faut le savoir. On peut pas nier cet aspect-là. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé avec 3 tomes. J'en étais très content. Et le troisième tome était très 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 épais, donc ça tenait pas forcément bien. Et ça m'a permis de faire des ventes, mais aussi des contacts dans le milieu du livre. Et c'est en allant faire une séance de dédicace à Libourne que j'ai rencontré Nathan et Thibaut, qui avaient un café-librairie, donc où ils accueillaient les auteurs pour faire des dédicaces, etc. Et Nathan m'avait expliqué que il avait comme projet d'ouvrir une maison d'édition, ce qu'il a fini par faire et ce qu'il a fini par me demander si je voulais signer avec eux, voilà, parce qu'il avait bien aimé mes bouquins et qu'il avait confiance. Et voilà. Du coup, étant donné les difficultés de se faire connaître quand on est en auto-édition, le mépris qu'il y avait aussi sur l'auto-édition à l'époque, hein, on peut pas non plus nier ça. Et voilà, et les dépenses pardon, que je pouvais pas faire, pas assumer tout seul au bout d'un moment. Et voilà, j'avais besoin de l'aura d'une maison d'édition et j'avais confiance en eux. Donc j'ai signé un contrat pour mes tomes. Ils m'ont suggéré de couper le tome 3 en 2 tomes parce que c'était beaucoup trop épais sinon. Donc ce qu'on a fait, moi j'ai rajouté aussi des scènes à chaque fois en fait que je refais une version, je veux rajouter des scènes parce que à chaque fois je me dis ouais les lecteurs vont être lésés, ils vont pas racheter toutes les versions, donc il faut quand même Ouais. que je rajoute des scènes pour qu'ils aient l'impression de découvrir des nouvelles choses. Donc j'avais quand même rajouté pas mal de scènes pour le tome 1, etc. Et voilà, et du coup, ça a duré quelques années. Et voilà, la maison d'édition a fermé. Et je le regrette toujours aujourd'hui. Mais bon, c'était une décision très, très justifiée. Donc, en tout cas, on est resté amis. Et je les embrasse. Et euh, voilà, je suis revenu en auto-édition parce que, alors, en fait, je me suis dit, on arrive à une période où voilà, le monde de l'édition est un peu en souffrance. Il y a d'un côté les très grosses maisons d'édition qui font aucun effort pour apporter de la variété. En tout cas, si t'es pas connu, ils vont pas faire d'efforts. Ouais. Ensuite, tu as aussi des maisons d'édition qui sont super frileuses sur les sagas.
Moi, on m'avait dit maintenant, bah, les diptyques, c'est bien, mais alors plus de 2 tomes, non, c'est pas possible. Et j'ai déjà du mal à faire tenir tout ce que j'ai à dire en 4 tomes. Alors Ouais. voilà, même si les cycles suivants seront plus courts, il y aura moins de tomes, mais voilà, je pouvais pas dire, bah, vous allez peut-être partir pour 12-13 tomes. Là, les maisons d'édition, elles auraient ri, quoi. Elles veulent Hmm, c'est sûr. probablement, voilà, c'est aussi une histoire de coût, hein, parce que pour elles aussi, ça coûte de l'argent. Et Ouais, c'est bien sûr, toujours le ouais. nerf de la guerre. Donc voilà, donc je suis revenu en auto-édition et voilà, j'avais aussi un peu plus d'expérience que quand je me suis lancé. Donc je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas, et voilà, ça m'a permis de ressortir assez rapidement le cycle 1 parce que j'avais aussi envie de passer à autre chose parce que ça faisait déjà plusieurs versions que je ressortais du cycle 1 et que moi je voulais, voilà, mon cycle 2 était déjà bien entamé depuis un moment en termes d'écriture. Donc voilà, je voulais avancer et pas reperdre du temps à chercher une maison d'édition qui m'aurait demandé de couper des choses. Non, Oui. j'avais pas envie. Puis surtout, bah, Livresque Édition, voilà, ils étaient quand même très, très cool, hein. Ils m'ont jamais demandé à part le tome qu'ils ont coupé, mais c'était justifié, ça faisait trop épais sinon. Sinon, j'ai jamais eu de problème pour faire valoir des arcs narratifs ou voilà. Alors que d'autres maisons d'édition n'auraient pas forcément eu la même bienveillance, quoi. Donc, je me suis dit, vaut mieux revenir en auto-édition et gérer moi-même tout ça, même si du coup ça implique de financer bah, tout quoi. De, Bien sûr. tout est payant. Donc voilà, Non. il faut. Mais bon, je suis content quand même. Mais je me souviens de Livresque, j'avais participé au financement participatif pour leur, euh, pour leur café, du coup, c'était un café, c'est ça? Ouais. Un café-librairie. Ouais. Oui, c'est ça. Et C'est ça. je trouvais le concept génial. Et c'est comme ça que je les ai Ouais. connus, en fait. Bah, moi, je crois que j'avais proposé. En fait, il m'avait contacté pour que je propose des bouquins, justement, Ah, parce que dans le financement participatif, il y avait plusieurs récompenses. Et je crois qu'il y avait des bouquins, enfin, des bouquins à moi, que j'avais envoyés. Et après, ils les mettaient en présentation au comptoir. ouais. Et du coup, je trouvais ça cool. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis après, ils m'ont appelé pour faire des dédicaces. Enfin, voilà, c'est quand même des gens très fidèles en amitié, en tout cas. Ouais. Et oui, alors, rien à voir. Enfin, c'est pour rebondir avec ce que tu disais tout à l'heure, que les maisons d'édition, Oui, elles t'ont pas obligé à faire des choses. Là, j'ai vu un post d'Adam Silvera, l'auteur de Et ils meurent tous les deux à la fin. En fait, deux maisons d'édition oui. l'ont refusé. Enfin, c'est pas qu'ils l'ont refusé, c'est qu'il y en a une. Bien, ils voulaient que ce soit une romance hétéro, donc qui Ouais, change, voilà. Et ouais, l'autre, ah bah non, vous comprenez, un de vos personnages est portoricain et homosexuel, il peut pas être les deux. Voilà, voilà. oui. Ça fait quand même beaucoup. Bah oui, bah surtout que c'est l'auteur qui est du coup portoricain et homosexuel, Ouais. mais il n'existe Bah pas, oui. ça n'existe pas. Et donc bah il a Ouais, refusé, hein, ça m'étonne bien pas. évidemment. Bah, moi, Gallimard m'avait dit que mes romans ne correspondaient pas à leur ligne éditoriale. Oui, bah oui, oui. Bon, et moi aussi j'ai des persos gays, donc peut-être je me suis dit, il y a de ça, quoi. Bah surtout que c'est, oui, si c'était il y a plus de 10 ans, c'était encore pire, j'imagine. Ah oui, il y a plus de... T'es gentil, hein, il y a beaucoup plus de 10 ans. Oh. Et du coup, pour rebondir sur tout ça, ça transition avec la prochaine question. Quelles sont Ah, les différences que tu as constatées toi et aussi les similitudes dans ton expérience en maison d'édition et en auto-édition? eh bien, les différences, c'est que en auto-édition, on est tout seul. Enfin, non, en vrai, on n'est jamais tout seul parce que on est quand même entouré de gens qui nous aident, qui nous conseillent. Mais voilà, on doit assumer toutes les dépenses tout seul, tous les choix éditoriaux, entre guillemets, toutes les arcs narratifs de personnages. Voilà, si c'est raté, bah c'est raté, quoi. Ouais. Alors que si tu as une maison d'édition qui t'explique que bon, ton personnage peut aller dans une autre direction, voilà, enfin, bon. Alors ça peut être, voilà, ça peut être positif, du coup, tu as la liberté, mais aussi, t'as pas forcément de conseils sur tout. Donc ça, c'est quand même de grosses différences. Ouais. T'es moins bien accompagné en auto-édition, quoi. Voilà, j'aime toujours comment tu résumes ce que je dis mal, mais en gros, c'est ça.
Et après, voilà, l'expérience que j'ai acquis en auto-édition numéro un et puis après pendant la maison d'édition, bah voilà, ça je le garde. Oui, Du coup, je- j'ai aussi un peu plus de recul sur certains aspects, un peu plus de... Voilà, j'ai plus le sens des réalités aussi, je vais moins... Par exemple, dans ma première expérience d'auto-édition, bah, j'avais l'habitude d'envoyer des bouquins à des gens pour faire des chroniques. Du coup, forcément, je dépensais de l'argent et oui. ça me rapportait pas grand-chose derrière. Ça, je le fais plus, par exemple. J'ai appris que voilà, ça ne m'apporte rien. Et la visibilité, c'est bien, mais en réalité, c'était pas si visible que ça. Donc voilà, ça j'ai arrêté. J'ai arrêté de varier les propositions de sites pour proposer mon bouquin. Par exemple, j'étais aussi en version numérique sur Kobo. Il y a dû y avoir 2 ventes en tout de toute la carrière du bouquin voilà, chez Kobo. Donc j'ai arrêté, je suis Ouais. passé direct sur Amazon. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai appris et je pense que voilà, ça m'aide aussi. C'est drôle parce que mon expérience, elle est pareille. Sur Kobo, on vend rien du tout. Mais je connais Ouais, d'autres auteurs, c'est l'inverse. Ils vendent énormément sur Kobo, mais rien du tout sur Amazon. Alors après, c'est pas du tout les mêmes genres, donc c'est peut-être ouais, peut-être que ça joue ça aussi, ça ouais. joue, je sais pas. C'est vrai que je vais faire beaucoup plus attention aujourd'hui à l'argent que je dépense, que j'investis Oui, dans des envois. Voilà, quand j'envoie un bouquin, bah, voilà, ça coûte un peu d'argent, donc je tiens des comptes. Vraiment, je suis beaucoup plus prudent. ouais. Je fais plus attention que pendant ma première expérience d'auto-édition parce que voilà, j'ai appris à faire plus attention à tous ces aspects-là. Et puis c'est la crise, hein, ça, Oui, c'est on, pour tout le monde. Ouais. on voit bien aussi. Ouais. Donc voilà, je fais plus attention aussi là-dessus. Mais oui, parce que c'est vrai que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais en fait, quand on est en auto-édition, on est littéralement notre propre éditeur. Donc on fait tout le travail d'un éditeur, finalement. C'est ça. Et voilà, ça peut avoir des côtés positifs, mais ça a aussi des inconvénients. Ah bah, C'est pour ça qu'au final, la guerre auto-édition, maison d'édition, petite maison d'édition, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, il faut aller dans la voie qui a pour nous les meilleurs avantages et le moins d'inconvénients. c'est ça. Donc il faut peser le pour et le contre, il faut essayer de voir est-ce que finalement on sera mieux dans dans une maison d'édition, mais du coup, est-ce qu'on sera libre? Si c'est la liberté qu'on veut, autant rester en auto-édition, mais en auto-édition, il faudra faire toutes les dépenses soi-même. Enfin voilà, il faut vraiment réfléchir à ça, pas se lancer à l'aveugle. Surtout qu'aujourd'hui, bah, il y a quand même beaucoup de conseils sur les forums, sur les réseaux sociaux. Je pense que tout ça se sait à peu près plus qu'avant, en tout cas, quand les gens connaissaient pas trop l'auto-édition, quoi. Oui. Bah, puis comme le disait en fait Aurélie dans l'épisode précédent, et je suis plutôt d'accord avec elle, c'est que Hum, l'écart en fait c'est vachement réduit, c'est-à-dire que l'auto-édition s'est beaucoup améliorée en général, et en même temps ouais, les maisons d'édition bah, sont un peu moins bonnes qu'avant, j'ai envie de dire, où on s'en rend plus compte, je ne sais pas, ou ouais. pareil, ils sortent tellement de bouquins qu'ils peuvent plus avoir la même qualité de travail. Mais bref, Et ils prennent moins de risques aussi. aussi, oui, oui, C'est ça aussi. Ils veulent, ils éditent ce qui oui. marche, C'est ça. ils prennent les auteurs qui marchent, et voilà. Donc, on peut pas forcément faire sa place là-dedans. Moi personnellement, mes plus gros coups de cœur, c'est de l'auto-édition. Et en général, c'est parce Hum, que justement, c'était des choses qui n'auraient jamais pu sortir en maison d'édition, parce qu'ils auraient essayé de formater le roman d'une façon ou d'une autre, et ça aurait enlevé ouais. tout, le tr- tout, le- bah, tout ce que j'ai aimé, en fait. Mais en vrai, Bon, ça se projette aussi à d'autres médiums parce que bien sûr. dans les séries, c'est pareil. T'as aussi ce Ah bah côté, oui, oui. bah, t'as des scénaristes qui prévoient certains arcs narratifs que les studios, les productions ne veulent pas. Et Oui, du oui, oui. coup, bah, parfois, des années après, tu découvres
comment était censée se dérouler la série, et tu te dis, ah bah, c'est dommage qu'ils aient C'est pas ça. voulu partir dans tous les sens, parce qu'il y avait des bonnes idées, mais... Ben, clairement. Bah, je connais pareil un scénariste qui est auteur, mais aussi scénariste pour la télé. Et c'est ce qu'il me Mm. disait, c'est que c'est pas les scénaristes qui veulent pas faire des choses nouvelles. Eux, ils sont là pour écrire des choses originales et des choses qui changent, des choses, Bah oui. voilà. Mais c'est les chaînes qui veulent pas de ça. Ils sont trop peur. Mm. Et c'est dommage. Bah ouais, ça me surprend pas. Dirais-tu que l'auto-édition a changé depuis la première fois où tu y étais? Et si oui, de quelle façon? Eh bien, oui, elle s'est beaucoup développée, je dirais. Il y a beaucoup plus de bouquins disponibles et variés. Du coup, il y a beaucoup de choix. Alors, je dirais pas trop parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais je pense qu'il y a aussi de tout, quoi. C'est-à-dire, il y a des bouquins très aboutis, d'autres quand même moins. Voilà, moi je vois passer des trucs parfois sur les réseaux sociaux où des gens disent non, moi j'ai pas envie de corriger, ou oh, je vais faire la couverture moi-même. Ah Bon, ça, ouais, c'est pour ça que je disais aussi qu'il faut avoir conscience qu'on va dépenser de l'argent. On peut pas, on peut pas tout faire soi-même. On sait pas tout faire. Moi, je fais pas mes couvertures parce que je sais pas faire. Les corrections, bah voilà, j'ai appris à en faire quand même pas mal, mais il y a quand même, voilà, il faut aussi faire ça. La mise en page, j'en parle même pas. Donc voilà, on peut pas tout faire soi-même. Et si on veut pas que ça fasse un travail d'amateur, il faut quand même. Voilà. Mais je pense que les gens en sont conscients parce que je pense que c'était moins le cas avant. Les gens faisaient moins attention. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait voilà, des gens qui méprisaient l'auto-édition parce qu'ils étaient persuadés que c'était que des amateurs et que ça, il y avait même pas besoin de jeter un œil à ce qui se faisait. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les gens prennent plus le temps, travaillent plus, communiquent plus sur les réseaux sociaux. Ils sont plus conscients de, voilà, qu'il faut avoir une belle vitrine dans l'auto-édition. Donc ça, je pense que ça a changé. Et puis, c'est probablement plus facile de chercher des conseils, même pour tout bête, hein, mais la mise en page pour les versions numériques, c'est une tannée. Mais du coup, il y a quand même plein de conseils là-dessus euh, pour les, les novices, j'allais dire, mais ceux qui démarrent, quoi. Alors que à l'époque, oui, c'était quand même, fallait chercher les choses, les aides, bien sûr, oui. les Et puis les systèmes étaient moins... perfectionner, bah oui. Enfin, j'imagine que les systèmes étaient moins pratiques en plus Ouais, qu'aujourd'hui. ça c'est vrai. Du coup, ouais, je pense que c'est aussi en ça que l'auto-édition a quand même évolué en mieux. Enfin, en mieux. Sans jugement de Ouais, valeur, mais en... ça s'est professionnalisé, quoi. Voilà, toujours des résumés. C'est fou, hein. J'ai pas les mots, moi. Voilà. En fait, on va mettre que mes résumés. Ouais, non mais franchement, oui. Alors là, il a voulu dire très professionnalisé. Bah, en plus, j'ai vu, il y a une étude qui a été faite que bah, le confinement a tout... Mm, a bouleversé un peu le monde de l'auto-édition c'est vrai. parce que bah, tout le monde s'est mis à écrire Bah, après, et à publier. tu peux écrire. Enfin, il y a quand même des objectifs différents. Il faut se poser la question aussi. Est-ce que Hmm, j'écris pour moi? Est-ce que j'écris pour mes proches? Est-ce que j'écris pour être lu par d'autres gens? Auquel cas, bien les sûr, tout à exigences fait. sont pas les mêmes. Donc, C'est il y ça, a ça aussi. on est On peut d'accord. pas dire, bah, si je fais publier, si les gens vont m'acheter des bouquins, les gens ils vont dépenser de l'argent alors qu'ils ne nous attendent pas, les lecteurs ne nous attendent pas. Euh, et voilà, et on va leur demander de l'argent. Donc si en plus ils sont lésés, ça la fout mal, quoi, et ça donne une mauvaise image aussi de... De l'argent et même du temps, hein, finalement, parce qu'un Mm. roman, ça se Bah lit oui, pas... Enfin, il y en a qui en lisent 10 par jour, mais... oui, non mais oui, c'est ça. Du coup, voilà, c'est Bah, puis c'est ça aussi... aussi le truc. Ouais. C'est que... il y a de plus en plus de livres, mais il y a
pas forcément plus de lecteurs et de lectrices, et ils ont surtout pas plus de temps pour lire. C'est vrai. Donc c'est pour ça aussi que ça bloque un peu, parfois. Mm. Voilà. Non, Je sais pas si c'est un rapport avec ce qu'on est en train de Si, dire, mais... et je trouve ça super juste. J'aurais aimé y penser. Et voilà, la première partie de ce deuxième épisode est terminée. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez vous y abonner depuis votre plateforme d'écoute, commenter là où c'est possible de le faire, ou bien me suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie de mon entretien avec Guillaume. Prenez soin de vous.